conseillers, membres du public, bonsoir. Bienvenue pour ce conseil municipal. Le quorum est largement atteint. La séance est donc ouverte. Avant de désigner le secrétaire ou la secrétaire de séance, il faut savoir s'il y a des pouvoirs, en sachant que j'en ai moi-même un de Madame Laurence Batantier qui donne pouvoir à Blandine Brocard. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Je voulais juste savoir si M. Brevet avait envoyé un pouvoir. Il ne nous en a pas envoyé, il nous a communiqué aujourd'hui par mail, je crois cet midi, qu'il ne pourrait pas être là et qu'il s'en excusait. Ok, donc pas de pouvoir pour M. Brevet non plus. Sandy va arriver avec un petit peu de retard, donc pas de pouvoir spécial pour elle. Bien, en l'absence de Sandy Matalerne qui habituellement tient le rôle de secrétaire de séance, mais comme elle est en retard, c'est Christophe Gordin que je vous propose de nommer secrétaire de séance, si tu en es d'accord, Christophe, bien sûr. Merci. Avant d'examiner les différents points lors du jour, je vous propose de procéder à l'approbation du procès verbal de la séance du 24 septembre dernier. Est-ce qu'à propos de ce procès verbal, il y a des remarques? Oui, Madame Patton. Alors, j'ai sur la page d'interruption de séance, quand M. Perrault part pour la gendarmerie, je pense qu'il y a une erreur de transcription, parce que M. Perrault avait été, pour moi, assez clair, alors peut-être que je me trompe, hein, mais il avait dit que les caméras étaient dans le rond-point avec un axe sur la mairie commerce, un axe sur le chemin de maintenu et près des Anglais, et comme c'est retranscrit, on ne voit pas l'axe, mais on a l'impression qu'il y a des caméras chemin de maintenu sur près des Anglais. Donc je pense qu'il y a une erreur de... D'accord, je vérifierai avec transcription. de toute façon, on fera une présentation de façon de l'audit. Oui, mais en l'occurrence, c'est bien ça, parce que vous dites juste. Voilà, la direction des axes, c'est absolument pas de mais c'est pas ce qui ressort dans le compte rendu. En fait, c'est les directions. Voilà, c'est ça. sur la mairie et sur le premier poteau sur le rond-point. Le premier poteau qui est sur Ok, on va noter tout ça. Et puis également, M. Perrault avait annoncé que l'audit serait publié, donc c'est pas indiqué, je trouvais que c'était intéressant de rajouter. Que l'audit serait publié, qu'il serait disponible. Alors en partie, certainement, en tout cas, en ce qui concerne la position des caméras forcément, mais sinon c'est un document qui est en diffusion restreinte, puisque c'est un audit complet de sécurité de la commune. Mais le plan de remplacement des caméras, mais sinon il y a quelques éléments qui sont un petit peu confidentiels, je dirais, qui permettent de limiter la délinquance, des choses comme ça. Et donc, si on leur donne des armes, évidemment, on ne va pas publier le guide complet. Mais le plan, on peut. Oui. De toute façon, on est même obligé de manière, il y a les champs des caméras, tout est forcément publié, public, et chacun a toujours accès aux données. Parfait, on en rajoutera cette modification aussi. Concernant l'avis du projet d'autorisation décennale sur le dragage, sur les deux derniers paragraphes, attention aux bras morts, etc., sur une zone de frais, il y a marqué fret et non pas frais. C'est une faute d'orthographe. On retrouve aussi dans le dernier mot de la feuille. De frais, donc frais. F-R-A-I-E et pas F-R-E. D'accord. C'est une zone de frais. Voilà. On est bien d'accord. Donc je pense qu'il faut corriger. Oui, c'est genre, il y a quand même une zone de fret. C'est pour les poissons ou une zone de frayage. Voilà. La correction sera faite. Frais, F-R-A-I-E et non F-R-E-T, bien sûr. Et puis dans la dernière délibération, il y a une erreur de calcul visiblement dans la majorité des votants. 5 pour, ça ne pose pas de problème. Après, vous mettez 5 contre, or vous ne citez que 4 personnes. Et après, vous mettez 14 abstentions, on arrive à 24 conseillers. Donc... Le 5 pour 5 contre, c'est pas parce qu'il y avait un pouvoir. C'est parce qu'il y avait un pouvoir qui avait été donné de Jean Cibor à Cyril Le Brevet. Donc en fait, il n'y a pas eu la... Donc c'est 13 abstentions et pas 14. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est 13 abstentions qu'il faut indiquer. D'accord. Il faudra rajouter
le pouvoir en question. Le non-pouvoir en question. Et puis un élément qu'avait cité M. Vambel qui me paraissait intéressant de rajouter, maintenant vous faites ce que vous en pensez, je pensais que le fait qu'il y ait 2 kg de titane manipulé par jour était un élément important à rajouter dans le compte rendu, qui explique aussi... Ça ne pose pas de problème Il faut particulier. juste que je revérifie le chiffre exact, mais il me semble que c'était plus de 1 kg. Bah, c'est ce que tu avais dit au niveau, moi je l'avais pris en note, mais... Je revérifierai le montant. le chiffre exact. Donc l'application pour les 2 kg de titane, c'est complément ajouté. D'accord. D'autres remarques de votre part? Est-ce qu'il y en a d'autres de la part d'autres conseillers municipaux? Pas spécialement. Ok, parfait. Donc à ces remarques tout près qui seront effectivement rajoutées, ces complémentaires qui vont être rajoutés, je voudrais savoir si vous voulez bien voter pour l'approbation de ce procès verbal de la séance du 24 septembre dernier. Qui est pour? Qui est contre? Donc c'est l'unanimité des présences et du pouvoir. On fait circuler le procès verbal pour signature. Alors, à l'ordre du jour de ce conseil municipal, un certain nombre de points, beaucoup de points qui sont financiers. On va donc beaucoup entendre Corinne, puisque c'est l'agent des finances, pendant le conseil municipal, et je te propose de commencer, puisque le premier point à l'ordre du jour est la décision budgétaire modificative numéro 3. On avait déjà annoncé qu'il y en avait une sur la fin de l'année, la voici, et je te laisse nous en parler. Je ne suis pas sûre que ce soit la dernière. Hein. Donc, mais elle sera peut-être pas trop longue. Cette DDN numéro 3 en fait, concerne 3 points principaux. Un point fonctionnement, qui est le besoin d'augmenter le chapitre global 12, qui est le chapitre des charges de personnel, pour honorer les rémunérations de la fin d'année aux titulaires, non titulaires, apprentis et emploi d'insertion. Sachant qu'en face de ces dépenses supplémentaires, on verra que nous avons des recettes supplémentaires liées au personnel, que je détaillerai plus tard. Et ensuite, nous avons 2 points investissement. C'est le changement de la chaudière de l'appartement du groupe scolaire qui tombe en panne et l'augmentation du budget aux travaux pôle enfance-jeunesse, puisque nous n'avons pas assez pour finir d'honorer les derniers paiements cette année. Donc, le fonctionnement. Chapitre charge de personnel, chapitre 12. Les dépenses. Nous avons un besoin supplémentaire global de 155 300 € sur les postes personnels non titulaires, autres emplois d'insertion et charges patronales. Par contre, nous avons une réduction de 53 000 € sur le poste personnel titulaire, ce qui fait un besoin net supplémentaire de l'ordre de 102 000 €. Alors, quelques explications. Le poste titulaire, en fait, le budget 2014 de 577 000 € correspond au budget 2013 augmenté de 2%. Or, en 2014, il y a eu un certain nombre de départs, 4, et 3 sur 4 étaient prévus ou prévisibles. C'est le départ de M. Berger le 31 décembre, et 2 départs en retraite, Mme Santarelli en février, M. Ray en mai, et un qui n'était pas prévu au départ, c'est M. Renouvet qui est parti au cours de l'été. Et nous avons eu aussi des titulaires en arrêt maladie, nous avons des titulaires en arrêt maladie qui, après une certaine période, ne perçoivent plus un salaire à plein traitement. Donc tout ça fait que le budget personnel titulaire est en diminution, malgré une carence de 6 275 € qui est en charge supplémentaire. Pour remplacer ces titulaires malades, en arrêt maladie ou maternité, ont été engagés des non-titulaires. On a à peu près 42 mois de cumul d'arrêt maladie-maternité sur l'année 2014. Et en remplacement aussi de certains titulaires partis. Donc il apparaît nécessaire d'augmenter les comptes 64 131, 64 168, 6 451, 6 453, 6 454 et 6 458 pour un total de 155 300 €, selon la répartition que vous avez dans le tableau du projet de délibération. Si vous voulez plus de détails sur ces comptes personnels, je vous les donnerai après peut-être. Pour financer ces dépenses supplémentaires,
Il va y avoir une diminution de dépenses sur certains comptes. Le compte 6122 crédit bas immobilier, dont le budget était de 13 200 €, nous le diminuons à de 5 000 € pour arriver à un total de 8 200 €. Le compte 61 521 aménagement de terrain, nous le diminuons de 2 300 €. Il était de 39 000, il passe donc à 36 700 €. Nous avons dans ce poste-là essentiellement, enfin notamment l'entretien du stade et de la Mampinone. Et au compte 6 188 autres frais divers qui correspondent aux sorties, séjours, notamment dans le cadre des activités de la CM, nous le diminuons de 16 000 €, il était à 27 000 € pour le passer à 11 000 €. Nous avons aussi également pour financer donc ces 102 000 € de dépenses supplémentaires une augmentation des recettes au compte 6 419 plus 38 000 €. Donc là, ce sont des remboursements sur rémunération du personnel, c'est-à-dire qu'en face des arrêts maladie-maternité, des délégations syndicales, nous avons aussi des remboursements du centre de gestion. Donc, vu qu'il y a plus de malades que prévu, il y a plus de remboursements que prévu. Donc, ce surplus sera de l'ordre de 38 000 €. Au compte 7 484 plus 6 031, il s'agit de la dotation de recensement, suite au recensement qui a eu lieu en début d'année et qui n'était pas budgété. Au compte 7 067 plus 19 969 €, il s'agit de recettes supplémentaires à la CM. Et au compte 7 488 plus 15 000 €, il s'agit de l'acompte attendu du fonds d'amorçage de l'État pour les rythmes scolaires. Donc voilà pour les dépenses de fonctionnement. Si vous avez des questions avant de passer à l'investissement, peut-être. Oui, dans la DBM numéro 1, nous avions sur le compte 61 525 les terrains fait une augmentation de 1 000 €. Et donc là, vous diminuez de 2 300. Quels sont les travaux que vous aviez prévus pour augmenter de 1 000 et que vous ne faites pas finalement pour diminuer de 2 300? En fait, il y avait ce compte-là, il y en avait 3-4 autres. Tout ça correspondait au marché hebdomadaire qu'on avait budgété pour cette année. On avait mis 1 000 là, on avait mis 1 000 sur l'électricité, on avait mis un certain nombre de petites dépenses supplémentaires et qui en fait s'engagera plutôt sur le début 2015 que sur la fin 2014. Et puis c'est surtout que là, par rapport à la première DBM du mois d'avril, en matière de factures, ADN services, etc., on a une visibilité assez précise de ce dont nous aurons besoin pour finir l'année. Voilà. Concernant le personnel non titulaire, c'est juste une remarque qui est parallèle, on va dire, un petit peu au compte. Mais je trouve personnellement dommage que Ariane ne soit pas renouvelée dans son poste à partir de janvier. Donc on l'a pris en bibliothèque aujourd'hui pour beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes le regrettent. Je pense que peut-être que dans l'assemblée derrière, les gens se manifesteront. Mais on trouve que c'est dommage qu'elle ne soit pas gardée au moins à mi-temps, ne serait-ce que pour permettre aux écoles d'avoir la bibliothèque comme il avait été prévu. Dans le cadre de la mairie. On trouve dommage qu'elle ne soit pas au moins gardée à mi-temps à partir de janvier. Oui, une petite réaction là-dessus. On trouve ça dommage aussi. C'est-à-dire qu'on aime bien Ariane, qu'on trouve qu'Ariane fait plutôt du bon travail depuis qu'elle est présente, enfin, nous pour autant que nous la connaissions, on trouve qu'elle a remplacé de très bonne façon Chantal Sanguet. Le retour de Chantal Sanguet d'ailleurs était assez inattendu, on l'a appris, mais elle est revenue quasiment aussitôt. On n'a pas eu d'indices qui nous permettaient de le savoir plus tôt. Simplement, on considère au regard de la situation financière de la commune qu'il n'est pas possible aujourd'hui de prendre un rien à mi-temps, ce qui ferait 1,5 ETP à la bibliothèque. Ça n'était déjà pas le cas auparavant, donc ce serait vraiment une décision d'un recrutement supplémentaire sur la bibliothèque. L'avenir est assez sombre pour les collectivités locales. Vous savez aussi avec moi, les dotations sont en chute libre. Le Grand Lyon ne cesse de nous le rappeler chaque jour. Donc voilà, on est obligé parfois de prendre des décisions malheureusement difficiles, des décisions de prudence. Ça n'a rien à voir, croyez-moi bien, avec ce qu'on considère de la qualité du travail d'Ariane qui a été bonne. Alors on la conserve jusqu'à la fin de l'année pour qu'elle puisse mener à bien les différents chantiers qu'elle a initiés. C'est le moins qu'on puisse faire.
qu'elle puisse également aussi assurer le relais avec Chantal, parce que je crois que la bibliothèque a plutôt bien changé plutôt dans le bon sens depuis un an, et forcément Chantal doit retrouver ses marques, donc Ariane y aide. En ce qui concerne la question des écoles, il n'est pas du tout impossible que malgré le départ d'Ariane, on puisse néanmoins assurer le lien avec l'école et la venue de l'école. Je crois que c'était le lundi matin qui était prévu, mais en s'appuyant probablement sur les bénévoles, sur Chantal, sur une autre répartition du travail. Voilà, on va y travailler avec elle. Mais la décision n'a pas été très simple à prendre, sincèrement. Voilà, une très nouvelle histoire, mais pas le choix. Vous parlez au futur, on va y travailler, ça veut dire qu'on n'avait pas pris en compte l'avis des bénévoles au préalable de... Mais non, mais enfin... D'abord, pardon, mais tout simplement, les bénévoles ne sont pas aux manettes financières de la commune. Donc, que me diront les bénévoles? Qu'ils apprécient beaucoup Ariane, moi aussi. Ils font du très bon travail avec elle, j'en doute pas une seconde. Que les projets qu'ils mènent sont intéressants, j'en suis sûr. Mais ça me... Voilà. Si j'avais à juger de la qualité du travail d'Ariane et tout ce que peut apporter à la commune, je n'aurais pas besoin des bénévoles pour ça. Je sais qu'ils sont contents, et on les aussi. Ça a donné à pas mal de discussions entre nous. Voilà, il fallait bien prendre une décision. C'est plus une décision de responsabilité que de plaisir. Très sincère. Voilà pour ce point. J'ai une remarque encore sur les recettes de fonctionnement. Sur le compte 74,88 autres attributions et participations, dans la DBM numéro 1, vous aviez supprimé 10 400 €. Et donc là, vous réintroduisez 15 000 €. Écoutez, tant mieux si on a eu cette recette, mais je pense que du coup, vous aviez été plus que précautionneux dans la première DBM pour réduire d'autant le budget. Disons que c'était, pour la première DBM, donc c'est toujours, vous le savez, une question d'équilibre, puisqu'on doit toujours présenter une DBM équilibrée. Donc quand on met des dépenses, il faut trouver des recettes et inversement non, mais en tout cas dans ce sens-là. On ne savait pas qu'est-ce qui avait été mis dans ce budget, autres participations et attributions. Aujourd'hui, on rajoute 15 000 parce que là, c'est une certitude. On est rentré dans les rythmes scolaires, nous avons rempli le dossier. Et la compte attendue est de 15 000 €. Donc on a remis, alors en espérant qu'il arrivera bien avant le 31 12, mais en tout cas on a fait les démarches administratives pour qu'il arrive bien avant la fin de l'année. Voilà. Un fonds d'amorçage qui est donc de 50 € par enfant. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le contenu? Non. Donc au niveau de la liste. Pardon. Oui, moi j'ai quand même une remarque au sujet de la bibliothèque, parce que le retour de Chantal Sanguet était connu. Ce qui n'était pas connu, c'était la quotité. La quoi, pardon? La quotité. La quotité, et la date précise qu'on a posée à la s'attendait les uns et les autres parce qu'elles reviennent à mi-temps thérapeutique. Bref, cette fois-ci, c'est le comité médical qui en décide. Je pense quand même que vous avez à reconsidérer la réflexion, puisque je peux vous suggérer une réflexion, c'est bien entendu. Premièrement, je pense que Chantal revient avec des moyens inférieurs à ceux qu'elle avait lorsqu'elle nous a quittés, pour son congé de maladie et ses opérations. Et elle ne pourra pas remplir le poste avec autant de force physique qu'elle en avait avant cette interruption. Puisque là, elle a une vraie difficulté liée à sa pathologie. Le deuxième élément qu'il faut prendre en compte, c'est ce que disait Véronique. J'insiste là-dessus parce que c'est important aussi bien pour nous, je pense, cette liaison qui est intéressante et que vous voulez mettre en œuvre avec l'école. Et je pense que ça, pour le coup, c'est une tâche supplémentaire par rapport à celle que Chantal Sanguet exerçait déjà auparavant. Puis le troisième élément, c'est que cette bibliothèque, comme vous le savez certainement, c'est un élément de la dynamique culturelle de la commune. Dans nos petites communes, on n'a pas beaucoup de dynamique culturelle. On n'a pas de cinéma, on n'a pas de théâtre permanent, on n'a pas de groupe de musique permanent, on n'a que des occasions à coordonner, à fédérer. Je pense que le travail qui a été fait, qui est lancé, contribue à cette coordination, à cet élan, et que par conséquent, c'est un élément que là aussi on peut prendre en compte pour l'avenir avec ce poste et demi que vous suggérez dans les possibilités. Voilà ce que je tenais à dire ce soir, puisqu'effectivement on a pris cette nouvelle récemment, comme Véronique l'indiquait. Deuxième point, c'est une question. Quelle est l'économie réalisée en matière de crédit bail qui explique les moins 5 000 €
dans le 61-22. Oui. Alors, Monsieur Perrault, oui. oui, pardon. Alors là-dessus, en fait, ça correspond à une... on en avait déjà parlé ensemble à un moment. En fait, il y a eu un contrat de LOA qui a été passé en 2010 pour un achat de serveur mairie autour de 40 000 €. Le contrat est arrivé à son terme en mai 2013. Et en fait, on a levé l'option d'achat en mai 2013 et le compte a été reconduit. Or, on n'a plus cette dépense-là depuis mai 2013. Donc, on a une économie sur cette location, sur le compte en question. Puisque c'est un loyer de 4100 et quelques euros par trimestre. Voilà. Donc, je veux dire, en fait, ce poste avait été surévalué au départ. Sachant qu'il faut quand même le rapport, il faut le relier également ce compte 6122 au compte 6135, qui est le compte location mobilière. C'est des postes très proches. Hein. On a d'un côté la désignation crédit bail immobilier et location mobilière. Et donc on retrouve sur cet autre poste une autre location pour un autre serveur mairie. Et lui qui compte, qui est à 4100 et quelques euros par trimestre. Voilà, donc on a eu pendant un an à peu près le doublon sur cette location. Et donc il a été supprimé puisque le contrat est arrivé à son terme sur le compte 6136 122. Et à savoir que aussi, je vais quand même ajouter sur ce compte 6122 que c'est un compte qui a appris à disparaître. Parce que c'est un compte qui me fait beaucoup sourire souvent, parce que dedans j'ai un antivirus pour la mairie à 1512 € par trimestre, dont j'ai demandé la résiliation immédiate parce que en plus on n'utilise pas. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais on paye tous les trimestres 1512 € de location d'un antivirus. Pour la mairie, alors qu'on utilise sur les postes de la mairie un antivirus gratuit. Il y a également des postes, une imprimante ACM qui est en location mobilière, en crédit bail à 263,49 € par trimestre, alors que c'est le prix d'une imprimante laser actuelle, une imprimante laser de bonne facture, c'est le prix et ça on le paye tous les trimestres. Donc tous les postes, j'ai aussi un antivirus école maternelle à 117 € par trimestre. En fait, la totalité de ce compte, j'ai fait tout résilier parce que ça n'a pas de sens. Voilà. On te laisse poursuivre, à moins qu'il y ait d'autres questions. Sur le fonctionnement. Moi, j'avais des commentaires sur l'explication de M. Bureau, mais j'y reviendrai plus tard. J'aurai l'occasion d'y revenir à d'autres échéances. Comme vous le souhaitez. En investissement, donc pour le fonctionnement, c'est essentiellement sur les frais de personnel. Pour l'investissement, donc au compte 1641, les annuités d'emprunt, nous rajoutons 3500 €. En fait, avec maintenant un récapitulatif de toutes les annuités d'emprunt, il s'avère que pour pouvoir boucler la fin d'année et les derniers prélèvements qui vont tomber sur fin décembre, il nous manque un tout petit peu moins de 3500 €. Au compte 2315-76, ce sont les bâtiments communaux, donc ça je vous l'ai dit, c'est la chaudière d'appartement du groupe scolaire qui est tombée en panne juste avant le froid. Là. Il a fallu la changer pour un coût fourniture et pose de 2700 € TTC. Donc on augmente ce budget de 1200 € parce qu'il restait un peu de sous dessus. Et au compte 2313-151, qui sont les travaux du pôle espace jeunesse, nous rajoutons 31 450 € aux 570 000 € budgétés. Pour financer ces postes-là, il y a une petite diminution de 470,69 € sur le matériel de bureau et informatique de l'espace mairie. Nous en avons 31 450 € à la salle Marie-Bastier, c'était une installation de chaudière, donc qui n'aura pas lieu là. Et nous avons une recette supplémentaire de 4 229,31 €, c'est la FC TVA,
Donc c'est la TVA que l'on récupère sur des travaux d'investissement. Elle était budgétée pour 130 000 €. Nous avons eu le versement qui s'est élevé à 134 229,31 €. Voilà. Si vous avez des questions sur ces deux augmentations de dépenses d'investissement. Pardon, pas spécialement. Non. Bon, d'autres questions ou c'est bon, a priori? Ok, merci Corinne. Donc concernant cette décision budgétaire modificative, la troisième réunion pour l'année 2014, telle qu'elle vient de vous être présentée, je vous demande de bien vouloir voter. Qui est favorable? Ok, qui est opposé, qui contre et qui s'abstient? 3 abstentions. Jacobelli et Monsieur David. Favorable pour les. Alors, concernant le point suivant, alors du jour, il s'agit de subventions. Il y en a 2. Corinne, est-ce que tu veux que je te passe la première tout de suite ou tu préfères que je te fasse? Oui, voilà. Alors, la vas-y. Pour la subvention. Donc il est demandé une subvention de 74 593,92 € pour Léo Lagrange. Donc Léo Lagrange, c'est la crèche La Farandole, délégation de service public. En fait, il y a une convention qui est signée sur 3 ans avec Léo Lagrange pour un budget annuel d'un peu plus de 166 000 € à raison de factures mensuelles de l'ordre de 13 866 €, je crois. A été votée une première délibération en début d'année pour un montant de l'ordre de 91 000 €. Et donc, pour pouvoir honorer les factures de juillet à décembre, prévues dans la convention de 166 000 €, il nous faut augmenter le budget, la subvention, puisque c'est sous forme de subvention, de 74 593,92 €. Donc ce n'est pas une subvention inattendue. Non, non, c'est une subvention pour honorer conventionnelle. Conventionnelle, absolument. Mais si elle n'est pas votée, les factures ne sont pas payées par la trésorerie. Ok, concernant cette subvention, est-ce qu'il y a des questions les uns des autres? Non, apparemment pas. Donc je la mets au vote. Qui est pour? Unanimité. Alors, la subvention suivante est une subvention pour le FCRD, c'est-à-dire le Football Club Rive Droite. Comme vous le savez, chaque année, on verse une subvention au FCRD depuis plusieurs années, et il y en a eu une qu'on a versée, je ne sais plus à quel conseil municipal, c'était juste avant l'été, je crois. C'était la subvention classique. Alors, il se trouve que le FCRD est revenu vers nous pour une raison toute simple, c'est qu'ils viennent d'être labellisés par le district du Rhône pour leur école de football. Donc ils ont été labellisés Fédération Française de Football pour leur école de football. C'est plutôt bien, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque seuls 10% des clubs du Rhône ont aujourd'hui cette labellisation, ce qui montre bien la qualité des prestations qui sont assurées par le FCRD, tant en matière d'accueil des jeunes pratiquants, de leur fidélisation, que d'encadrement, que d'éducation, etc. Alors comme c'est une très bonne nouvelle, eh bien, ils ont voulu organiser ils ont voulu organiser un pot pour l'ensemble de leurs différents partenaires, pour les différentes personnes qui ont pu les aider à gagner cette labellisation. Et assez naturellement, comme ce n'était pas prévu dans la subvention initiale, qui était quand même calculée de façon assez juste, ils ont demandé si les communes partenaires, c'est-à-dire Quincieux, Albigny et Saint-Germain-en-Moudor, pouvaient participer à l'organisation de ce pot pour un pot pour 200 personnes à peu près. On a donc pris contact les uns avec les autres, avec le maire de Quincieux, le maire d'Albigny et moi-même, pour savoir ce que nous comptions faire les uns les autres, et nous avons convenu ensemble de soumettre à nos conseils municipaux respectifs une demande de subvention pour un montant de 250 € chacun, c'est-à-dire 750 € au global, afin que chaque commune puisse participer à la même hauteur pour récompenser, on va dire, l'association et lui permettre d'organiser cette petite manifestation. Voilà, donc il s'agit donc aujourd'hui d'une aide exceptionnelle pour permettre à l'association d'organiser cette soirée pour la remise du label FFF. Est-ce que vous avez des questions ?
Oui, moi j'ai eu c'est pas une question, c'est une remarque. D'accord. L'occasion de cette délibération et le rappel que vous faites de la présence technique, humaine et financière des communes de Albigny, Quincheux et Saint-Germain, on a l'occasion de rappeler, pour certains qui ne l'auraient pas encore entendu, de dire qu'il est important de dire au FCRD, à nos yeux, on le faisait les années antérieures, que d'autres communes du territoire proche ont naturellement la possibilité de voir leurs enfants, leurs jeunes, encadrés par le FCRD. Et qu'il est important que, profitant du renouvellement électoral, les communes historiques, que je viens de citer, avec le FCRD, sollicitent concrètement les autres communes proches pour qu'elles participent aussi. Alors peut-être à hauteur de leur capacité, peut-être à hauteur de leur population, mais participent aussi à l'aide financière et aux occasions de participer au développement du FCRD, comme c'est le cas qui est présenté aujourd'hui. Cela étant, il est bien évident que nous voterons cette subvention naturellement. Mais cela dit, ce sont des choses qui sont dans les tuyaux. Oui, En tout cas, dans les discussions, effectivement. Nous sommes tout à fait favorables également. Merci donc pour cette remarque. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions sur ce sujet? Pas spécialement, je mets donc cette subvention de 250 € qui permet d'apporter une aide à l'association pour organiser cette soirée de remise du label FFF qui est pour unanimité, me semble-t-il. Non, pardon, excusez-moi. Qui est contre? Ok. Et qui s'abstient, parce que comme je n'ai pas vu tout le monde nécessairement. D'accord. Donc, un second, monsieur Bigot. Troisième point à notre ordre du jour, il s'agit de l'indemnité du receveur. Alors, il s'agit d'une indemnité qui est donc soumise à un certain nombre d'articles. Je vous dirai tout ça rapidement. Vu l'article 97 de la loi 82-213 du 2 mars 82 du décret 82-979 du 19 novembre 82, vu l'arrêté du 16 décembre 1983 qui fixe les conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor, on parle du Trésor public, au comptable du Trésor chargé des fonctions de receveur des communes, vu les besoins de notre propre commune pour des conseils réguliers et éclairés en matière d'analyse financière ou d'aide à l'élaboration des documents budgétaires, il y a plein de choses qu'on peut demander à ce receveur, considérant que le trésorier sera aujourd'hui entièrement disponible au-delà du cadre de ses fonctions, on propose de lui allouer une indemnité qui est une indemnité légale, c'est-à-dire réglementée, et qui est demandée chaque année aux différentes communes sur lesquelles le receveur, le trésorier, mène son action. Donc il y a déjà eu par le passé des indemnités qui étaient sollicitées, je crois, par le trésorier et qui étaient acceptées par la commune à hauteur d'un pourcentage qui n'était pas nécessairement celui qu'on propose aujourd'hui, puisque je vous propose de fixer à 100% le taux de l'indemnité demandée. Alors il faut savoir que ça correspond à une somme qui serait allouée donc au trésorier de 591,18 € brut. Voilà. Alors, il est bien évident que nous n'avons pas une obligation de verser ce montant-là, mais il est évident aussi qu'aujourd'hui, nous utilisons déjà beaucoup les conseils du trésorier qui nous les prodiguent de bonne façon, c'est-à-dire que ces conseils sont justes et qu'il y passe un petit peu de temps. Voilà, donc assez naturellement, on est plutôt favorable à lui servir ce montant-là, parce qu'il faut bien savoir que si on était obligé de passer par un conseil privé pour le type d'interrogation que nous pouvons avoir, de travaux que nous avons à lui faire, ça nous coûterait beaucoup plus cher. Voilà pourquoi nous proposons de fixer 100% le taux de cette indemnité
Je vous précise quand même que le montant est calculé au titre de l'année 2013 en fonction des mandats et titres réunis au budget communal et au budget du CCAS. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point, donc sur cette indemnité de receveur? Oui, Madame Toutain. Oui, les années précédentes, il était coutume de ne pas donner la totalité, c'est-à-dire 100%, et notamment le montant qui était régulièrement fixé était de 50%, puisque c'est un travail qui fait quand même partie de ses fonctions, puisqu'il a une notion de conseil dans son travail. Donc on estime effectivement que vu les services rendus, il était nécessaire de lui attribuer une prime, et c'est pour ça qu'on le faisait. Mais on ne souhaitait pas jusqu'à présent le mettre à 100% puisqu'on estimait également que ça faisait partie de son travail. D'accord. Alors, cela dit, au départ, ça a été ma réaction quand j'ai découvert ça. Je ne connaissais rien, donc j'ai un petit peu creusé le sujet. Et je ne comprenais pas cette somme de 50% parce que je me disais, comme vous, ça fait partie de son travail. Donc, soit c'est 0%, soit éventuellement c'est 100%, 50%, je ne comprenais pas. En fait, en creusant un peu les choses, je me suis rendu compte que ce n'était pas tout à fait juste de dire que ça fait partie de son travail. C'est-à-dire que, certes, il peut nous donner des conseils un peu légers dans le cadre des choses qu'on a à faire ensemble, mais pas nécessairement très appuyés. Et nous, pour l'élaboration du budget, on a besoin de conseils relativement précis parce qu'on ne souhaite absolument pas se tromper dans l'élaboration budgétaire qu'on a à faire pour l'année prochaine. On a régulièrement des contacts avec lui, avec des conseils un peu financiers sur lesquels il est plutôt de bons conseils justement, et on considère donc qu'il va plutôt au-delà du rôle qu'il a à tenir et que ça nous fait économiser de l'argent évidemment, qu'il devait bien nous répondre et nous consacrer du temps qui, je le répète, va au-delà du temps qu'il est supposé nous consacrer. C'est pour ça qu'on a proposé 100%. Cela dit, je ne sais pas non plus, vous-même, si vous le sollicitiez régulièrement, et votre quotité de 50% peut peut-être se justifier à ce titre-là, mais notre quotité à 100% se justifie très très largement, et je le répète, si on devait faire appel au privé pour avoir le même type de conseil, ça ne peut pas bouger. Voilà l'explication. Il serait un peu fort de café qu'on fasse appel au privé pour ce genre de conseil. Je suis d'accord, parce que il c'est y a des fonction même qui le font. De la fonction publique, quand on fait appel au privé, c'est pour d'autres services, c'est pour d'autres prestations. Vous savez comme moi qu'il y a des conseils qui sont spécialisés dans les collectivités locales, que ce soit pour les finances ou pour autre chose. Alors on l'a fait en son temps, il y a de mémoire 2 ans de cela, sur la base d'un contrat qui correspondait à des économies à rechercher, auquel cas la conclusion c'était on partage 50-50 des économies à réaliser. Donc, la rémunération du cabinet se faisait en partageant l'économie faite sur la commune. Mais c'est un tout autre travail pour lequel le Trésor public n'est ni compétent forcément, ni évidemment disponible. Par contre, s'agissant de conseils éclairés, heureusement que ces conseils sont éclairés. S'agissant de disponibilité, c'est son travail de fond, puisque c'est le Trésor public. Alors pourquoi 50%? On va dire que c'était une manière un peu facile, peut-être même un peu hypocrite, j'ose le mot, de faire comme tout le monde. Mais personnellement, je n'avais de cesse, dans tous les organes intercommunaux dans lesquels nous sommes, et pour lesquels la même question se pose, le syndicat mixte, gendarmerie, etc., j'ai toujours mis en avant le fait que ce travail rentre dans ces fonctions. Et par conséquent, respectons la tradition, puisque tradition il y a, mais modérément. Le problème, je crois, c'est qu'il y a un vrai débat là-dessus, sur le fait que ça rentre dans ses fonctions ou ça rentre pas, et puis quel type de conseil rentre dans ses fonctions et quel type de conseil n'y rentre pas. Et voilà, ce débat-là, on ne va pas le faire, ce soir. Je crois que c'est complexe et que chaque commune a sa propre vision des choses dans la matière. Je comprends en tout cas quand vous parlez de tradition, Olivier. Oui, moi j'avais un peu la même réaction que vous, au départ dans nos débats. Je considérais ça comme absolument anormal d'aller verser une petite prime à un fonctionnaire. C'est un petit peu le principe. Et puis en lisant les textes, je vois que ce monsieur, on peut le solliciter en dehors de ses heures de travail, et puis qu'on peut le faire venir chez nous en dehors de ses heures de travail pour aller discuter d'un problème particulier, nous éclairer sur quelque chose. Et là, je me dis, 500 € par an pour avoir les conseils, et surtout qu'on est bien décidé à ne pas se gêner pour faire appel à son expertise, très clairement. En dehors de ses heures de travail, finalement, je trouve que c'est pas cher. C'est pas si cher.
Mais parce qu'on a l'intention d'utiliser. La question ne s'est jamais Voilà. posée dans notre travail. Il ne viendra l'idée de personne de convoquer un dimanche matin. Parce que vous me dites, je l'entends, mais je dis que c'est un peu bizarre. Voilà. C'est pas nécessairement dimanche matin. Oui, Mais c'est un Non, indemnité. on s'est bien compris. C'est un indemnité malgré tout et tout de l'abusage, puisqu'il y a une législation là-dessus. Oui, C'est un sujet qui a même été débattu au Sénat. il y a oui, pas non, très mais une longtemps. loi peut être fondée sur un usage. Oui, tout à fait, mais en l'occurrence, C'est un elle usage précise très conscient. bien, la loi précise très bien que, et d'ailleurs, bon, ils ont fait tout un décompte, hein, c'est basé vraiment sur des volumes, etc., donc ça Non, très mais- bien, que c'est vraiment pour aller en dehors du cadre de ce qu'il doit faire dans son travail Si de c'était le cas, receveur. pourquoi pas, mais en l'occurrence, ça ne l'est pas. C'est Mais la ça- raison pour laquelle, Oui, mais est-ce que ça peut devenir? Est-ce que du coup, quand ça deviendra, on se le posera. oui, mais il faut la fixer, parce que de toute façon, sa demande est déjà ancienne, hein, puisqu'on l'a vu en début d'année. Il faut délibérer pour cette année, de toute façon. Et chaque année, on redélibère. Mais d'ailleurs, je suis un petit peu étonné qu'on débatte pour 2013. Il me semblait qu'on l'avait voté. Non, Je crois que c'est pour 2014. l'original est arrivé, le courrier est arrivé juste au moment des élections, là, juste après les élections. Alors c'est pour 2012 qu'on avait décidé. Oui, pour des- Oui. Ben voilà la raison pour laquelle nous étions sur cette position. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions à propos de cette indemnité du receveur? Pas spécialement, je vais donc au vote. Vous pouvez donc fixer à 100% le taux de l'indemnité demandée, à savoir 591,18 € brut. Qui est pour? Qui est contre? Alors, qui s'abstient? Donc les trois conseillers qui ne sont pas de majorité, plus Philippe Bigot contre. Ok, point suivant à notre ordre du jour, et je te repasse la main, Corinne, pour nous parler de l'autorisation de paiement en investissement pour l'année 2015. Donc une autorisation classique qui veut que dans l'attente du budget de l'année 2015, nous puissions continuer de payer des factures, notamment en matière d'investissement. Et donc il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire, comme cela peut se faire légalement, à signer dès le mois de janvier 2015 toute pièce relative au paiement des dépenses d'investissement à concurrence de 25% du montant des prévisions budgétaires des chapitres 16, 21 et 23 du budget primitif de l'année 2014. L'objectif étant de pouvoir régler les factures en instance sans devoir attendre le retour du contrôle de légalité du budget 2015. Merci Corinne. Est-ce que sur cette autorisation de paiement en investissement pour l'année 2015, des questions, des incompréhensions? C'est assez simple en somme. Pas de remarques particulières? Si, s'il vous plaît. Si, Madame Tutan? Non. Non? Non. Bon. Ok, par conséquent, je vous propose donc de m'autoriser à signer dès le mois de janvier 2015 toute pièce relative au paiement des dépenses d'investissement à concurrence de 25% du montant des prévisions budgétaires des chapitres 16, 21 et 23 du budget primitif de l'année 2014. Qui est favorable? C'est l'unanimité. Je vous remercie. On est maintenant sur un point à l'ordre du jour, on ne te quitte plus Corinne, qui te concerne. Il s'agit de la création d'une régie pour l'ACM. On t'écoute. Donc une régie d'avance pour l'ACM. Il y a déjà une régie de recettes à l'ACM. Il s'avère que jusqu'à présent, et donc la trésorerie a un petit peu tiré la sonnette d'alarme plusieurs fois, en nous disant que bientôt il ne l'accepterait plus. Les dépenses de l'ACM en liquidité, c'est-à-dire notamment quand ils partent pour des séjours pendant les vacances scolaires, c'est qu'ils utilisaient la régie du secrétariat de mairie. Et du coup, ils partaient avec l'argent de la régie secrétaire de mairie et les dépenses qui étaient engagées n'étaient plus du tout de la responsabilité du titulaire de cette régie. Or, les régies doivent être gérées par les personnes qui réellement font la dépense ou encaissent les recettes. Donc il est proposé de créer une régie d'avance pour l'ACM. Je tiens à préciser qu'il manque dans le projet de délibération une phrase qui est le montant du plafond annuel de cette régie qui serait de 1 000 €, et en fixant le montant de la somme retirable en espèces, quand ils sont à l'extérieur de la commune notamment, en une fois à 300 €. Il est proposé d'instituer cette régie d'avance
d'en fixer le plafond annuel à 1 000 € et de fixer le montant de la somme retirable en une seule fois à 300 €. Est-ce qu'il y a des questions, est-ce qu'il y a des remarques à propos de la création de cette aide d'avance pour la CM? Madame Toutain, on vous écoute. Si on considère que la CM fait des séjours comme elle l'a fait dans les années d'avant, c'est de vous dire que plusieurs périodes peuvent être concernées. Il peut y avoir février pour les vacances de ski, Pâques, l'été et la Toussaint. Donc on arrive à 4 séjours potentiels dans l'année. Et si ils ont besoin à chaque fois d'une régie d'avance et de retirer de l'argent et que ce soit au maximum, je pense qu'il faut monter le montant à 1 200, 3 x 4, 12, en fait, simplement. Et ça leur permet d'être tranquille sur la totalité des séjours et pas d'être contraints sur la Toussaint. Alors, on a regardé un peu ce qu'ils utilisaient sur les années précédentes et on est loin des 1 000 € sur une année globale, civile. On est loin aussi des 300 € en un coup. On a déjà monté par rapport à ce qui se dépensait avant. Bon, on n'est pas à 200 € près, donc on est déjà bien au-dessus. Toutes les factures sont réglées par la mairie. Tout ce qui peut être payé en facture fait l'objet d'un mandat. Les locations de ski, le bus, etc. Là, c'est vraiment pour les dépenses quotidiennes, voilà, achetées. Et donc, en tout cas, sur l'historique des dernières années, on n'a jamais atteint de telles sommes. On est déjà bien en dessous des 300 € pour oui, alors, en général, quand ils retirent comme ça pour le péage, pour ci, pour là, c'est plutôt du 100, 150 €, 200 €. Voilà l'explication. On a mis un peu au-dessus pour être tranquille. D'autres questions, d'autres remarques? Par conséquent, je vous propose d'instituer cette aide d'avance pour le des dépenses ne pouvant être réglées par facture dans le cadre effectué par la CM, de fixer le montant de la somme retirable en une fois à 300 € avec un plafond total sur l'année de 1 000 €. Qui est favorable? Unanimité. Merci. Corinne, tu vas pouvoir te reposer et c'est Valérie à qui je vais donner à présent la parole pour la création d'un comité consultatif école et petite enfance. Valérie, je crois qu'on va l'écouter. Donc il s'agit d'un comité, il s'agit de créer donc un comité consultatif dans une commission municipale. Nous avons souhaité pour ce comité d'avoir seulement les acteurs de la petite enfance. À savoir un élu représentant de chaque association des parents d'élèves par école, la directrice de la crèche, les directrices des écoles, le directeur du service enfance-jeunesse, la coordinatrice du relais d'assistants maternels, le DDEN, le responsable de la restauration scolaire et une ATSEM. Ce comité nous permettra en fait de travailler avec l'ensemble de ces acteurs et d'identifier donc des projets à mener pour le bien-être des enfants des écoles et de la crèche. Parfait. Sur la création de ce comité consultatif école petite enfance, est-ce que vous avez des questions? Madame Toutain. Oui, sur le titre même du comité, pourquoi petite enfance et pas enfance? Puisque nous avons aussi... En fait, c'est on a créé un premier comité, on peut en créer un deuxième, un peu plus global, mais où on mettra l'enfance avec les adolescents, les jeunes adultes. Donc ce sera un deuxième comité qui sera créé par la suite. Pour l'instant, on commence par effectivement par les écoles, la crèche et les enfants qui sont gardés par les assistants. Il y a d'autres problèmes. En fait, je pense qu'il faudrait on pense créer un comité, notamment avec les associations sportives, culturelles, avec les bibliothèques, qui réfléchissent plus globalement aux problèmes de l'enfance, également avec les écoles privées alentours, pourquoi pas, pour réfléchir aux déplacements, il y a différentes choses. Et qui verront principalement les publics adolescents. Alors que là, on a vraiment que les personnes qui tournent, qui sont vraiment intéressées à l'école, voilà, l'école et crèche sur le pôle maintenu. Oui, M. David. Que Véronique ne poursuive pas, je vais le faire. Je reste quand même dubitatif sur le fait de cibler petite enfance, parce que si j'ai bien compris, vous désignez comme représentant les parents et les responsables des deux écoles, pour l'instant, font l'objet de deux entités. Moi, je pense que
le fait de l'appeler école et petite enfance est un peu réducteur en oubliant le mot enfance, puisqu'il y aura forcément des questions qui se poseront de façon liée à la liaison entre l'école maternelle et l'école élémentaire, au sein de ce qu'on appelle traditionnellement l'école primaire. Et je pense que le fait de ne pas citer les enjeux, les propositions et les réflexions qui concernent l'école maternelle, l'école élémentaire et la liaison entre les deux, en particulier sur les questions d'enjeux de lien avec l'ACM, me paraît être un signal un peu insuffisant. Mais je ne suis pas bien, mais je pense que c'est parce qu'on ne se comprend pas bien. École et petite enfance, il y a les deux écoles. École est au pluriel. Donc on a bien l'école maternelle et l'école élémentaire. Non, mais j'ai bien lu. Et donc, j'ai bien lu. Et la crèche. Mais vous insistiez tout à l'heure, oui. Vous, enfin surtout M. Perron, sur la petite enfance. Il n'y a pas que la petite enfance. Bien sûr qu'il y a la petite enfance. Mais il y a aussi de l'enfance. C'est ce que je veux dire. Il y a l'enfance. Mais en fait là, on crée ce comité vraiment pour faire du travail autour de l'école, autour du pôle maintenu. Et après, il y a d'autres sujets sur l'enfance qui ne nécessitent pas les mêmes acteurs. Okay. C'est-à-dire que on n'aura pas besoin des ADSEM dans un comité qui parlera de l'enfance de manière plus globale. Très bien. Je continue sur la deuxième partie de ma remarque, puisque dans le point 3, nous allons délibérer sur la composition comprenant les élus. Je pense qu'il serait intéressant que les maires désignent 3 élus, de manière que les élus n'appartenant pas à la majorité puissent être présents, ou représentés. Parce qu'on peut penser que s'il y a 2 élus, il y aura 2 élus, ce serait bien logique, à la majorité. Voilà la demande que nous présentons. Je suis un peu gêné par votre question. J'espère bien. Je suis un peu gêné par votre question. Il y a plusieurs possibilités. La première, c'est effectivement d'intégrer un élu de l'opposition n'appartenant pas à la majorité. On peut jouer sur les mots. On peut jouer de l'opposition tout ça plus court. Ce qui ne signifie pas que les élus de l'opposition passent en trois opposés. Voilà. J'ai bien compris que c'était ce point qui vous... Non, mais c'est légalement l'appellation. Les élus n'appartenant pas à la majorité. Parce que, jusqu'ici, soyons clairs, je n'ai pas beaucoup vu les élus n'appartenant pas à la majorité se montrer extrêmement constructifs dans la façon dont ils ont opéré avec nous, que ce soit lors des conseils municipaux ou de différents débats qu'on a pu avoir. Je ne parle pas, je mets quand même quelques exceptions, excusez-moi, je finis. Je mets quand même quelques exceptions, en particulier la façon dont ça se passe, par exemple, je trouve admirablement bien au centre communal d'action sociale, où pour le coup, j'ai l'impression qu'on travaille vraiment tous de la même façon. Donc cette commission, elle est là pour travailler, et elle est là pour travailler dans la sérénité. Et j'ai vraiment aucune envie que dans cette commission, on ait des débats de bout de chandelle, et des débats qui soient pas des débats de fond, avec des arguments posés, qui sont des arguments constructifs. On peut ne pas être d'accord, c'est pas un problème. Voilà, donc on est un peu gêné, on en a discuté, est-ce que vous imaginez bien qu'on en a discuté, de est-ce qu'il fallait ou pas intégrer les élus n'appartenant pas à la majorité dans cette commission, qui n'est pas une commission municipale, c'est un comité consultatif et collectif d'enfants, et on a pris la décision de ne pas vous mettre nécessairement dans cette commission, tout en se disant que de toute façon, et là j'insiste dessus, le comité consultatif école et petite enfance, alors ça nous a peut-être échappé dans le propos qu'a tenu Valérie, mais elle a dit il est là pour identifier des problématiques qu'on voit, identifier des projets à mener. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, s'il y a des sujets sur lesquels on a besoin d'avancer, de travailler, pour le coup seront montés des groupes de travail qui découleront de ce comité. Et ce comité n'est pas là pour se réunir 3 ou 4 fois dans l'année. Ce comité, il est là pour se réunir une fois, 2 fois grand maximum, mais c'est plutôt une fois, identifier les dossiers sur lesquels il y a besoin de travailler ensemble, et là, éventuellement, créer des groupes de travail dont la composition ne sera pas nécessairement identique à celle du comité. Il y aura quelques membres du comité, et puis peut-être d'autres qui sont extérieurs à ce comité. S'il s'avère que dans la suite de nos travaux,
On travaille enfin un peu ensemble. On ait enfin un peu le sentiment de travailler de façon constructive ensemble. Eh bien, je vous le dis tout clair, c'est qu'on est en conseil municipal, je ne verrai pas nécessairement d'inconvénient à ce que les élus n'appartenant pas à la majorité y participent. Voilà pour ma réponse. C'est toujours étonnant de nous entendre porter des jugements et d'attendre pour que nous participions une façon allégeance. Voilà pour ça, monsieur le maire. Qui vous a dit allégeance? C'est vous qui le dites. Débat constructif, oui. Ah oui, constructif. Porter allégeance, c'est... Voilà, on est capable aussi, dans un comité, dans un conseil consultatif, d'apporter une remarque, soit liée à l'expérience de la gestion antérieure, soit liée au vécu que nous avons au quotidien les uns et les autres. Et si je peux vous rassurer, s'il y a un candidat qui n'appartiendra pas à la majorité, ce ne sera pas moi. Vous voyez, donc si c'est un moyen pour vous dire... Ce n'est pas une histoire de personne. Je vous le dis. Ce n'est pas une histoire de personne. Si, vous en faites pas une histoire de personne, puisque au CCAS ça va bien, mais par contre ailleurs c'est quand même pas terrible. Donc je vous le dis, ce ne sera pas moi le président. Donc soyez clairs et soyez à l'aise. Je maintiens ma position en ce qui concerne le comité consultatif école et petite enfance. Si vous souhaitez qu'on puisse discuter ensemble, monsieur David, des différents sujets sur lesquels vous considérez que vous pouvez effectivement avoir un apport. Je le dis et je le répète, la porte est ouverte. Ça fait 9 mois qu'elle est ouverte, 6 mois, pardon, et personne encore ne l'a franchie. Vous profitez du conseil municipal. Vous profitez du conseil municipal pour la franchir et dire c'est quand même incroyable, on n'appartient pas à ce comité. Alors que depuis 6 mois, je vous dis, ma porte est ouverte, franchissez-la, venez me voir. Si vous pensez qu'on peut effectivement travailler ensemble sur des sujets, j'y suis tout à fait ouvert. C'est le cas sur le comité des transports. Je pense qu'avec Cédric Drevet, les choses se passeront bien. C'est le cas pour l'instant sur le CCAS. Je pense que ça se passe plutôt bien, même si on n'est pas toujours d'accord. On arrive à trouver des compromis et des choses intéressantes. Voilà, j'aimerais bien que ce soit le cas effectivement sur d'autres choses. Mais le CCAS, monsieur le maire, c'est légal. Le CCAS, il est forcément représentatif à la proportion. Commission de transport, ça s'est passé d'une manière préparatoire. Là, on reçoit la convocation vendredi, semble-t-il. Personnellement, je l'ai trouvé avec un peu de retard. Je n'avais pas de raison de vous téléphoner pour vous dire, sur ce plan-là, il y aura une remarque concernant la composition. Je vous rappelle. C'est bien normal que le conseil municipal soit aussi le lieu et le moment de débat. Alors c'est pas la peine qu'il y ait un conseil municipal. Je vous rappelle que sur les sujets de l'enfance, il y a quand même un gros passif. Sur la réforme du rythme scolaire, nous n'avons cessé de parler ensemble. Je ne vous ai pas véritablement trouvé tout à fait franc du collier, et même assez loin de là, permettez-moi de vous le dire, mais j'imagine que vous en avez autant à mon endroit. Même plus. Mais j'imagine bien. C'est bien pour ça que sur ces avec sujets... un passif bien plus important. Naturellement. Je vous rappelle en ce qui concerne... L'antériorité. Je vous rappelle en ce qui concerne le passif plus important et l'antériorité. Ça fait 6 ans qu'on se fréquente sur les questions de l'enfance-jeunesse, mais ce n'était pas moi qui étais en position, à l'époque en tout cas, de prendre des décisions. Donc je peux largement apprécier la qualité que vous avez pu montrer dans les différents débats qu'on a eus et la franchise dont vous avez pu faire preuve. Et ceci est naturellement ironique si vous n'aviez pas saisi l'allusion. Par conséquent, sur ces questions-là, mais sur ces questions-là qui concernent l'enfance et la jeunesse, oui, c'est vrai, j'ai un petit peu de mal à imaginer que tout à coup, vous puissiez vous montrer tout à fait constructif dans la façon de mener les choses et les débats. Voilà. Donc, on en reste là. Sur ce comité consultatif école et petite enfance, non, je ne vois pas pourquoi l'opposition, ceux n'appartenant pas à la majorité municipale seraient présents. Cela dit, en ce qui concerne les groupes de travail éventuels qui seraient montés et qui, à mon avis, seront beaucoup plus pour construire des décisions et pour construire un avenir au niveau de l'enfance-jeunesse, donc a priori plus intéressant pour vous, je ne m'opposerai pas nécessairement à ce que vous y soyez présents. Saisissez-vous des sujets, je vous mettrai au courant de ces sujets et nous parlerons du fait que vous puissiez y participer, travailler avec nous dessus. Est-ce que ça vous convient-il? Non. Bien. Mais ça n'ira pas au-delà de ça. Oui. Je vais quand même rajouter un tout petit exemple pour que les gens comprennent un peu ce que je suis en train de dire. Vendredi dernier, vous m'avez envoyé un mail. Sur ce mail, vous m'avez informé que vous aviez été mis au courant que nous avions recruté un remplaçant de Stéphane Baudouin et que vous aviez arrangé donc avec lui un rendez-vous entre les membres n'appartenant pas à la majorité
et le directeur, mardi dernier, à 10h30. Vous m'en informez vendredi dernier. Je vous ai répondu par courrier, je vous ai dit, Monsieur David, en votre qualité d'élu, vous n'avez aucun pouvoir de solliciter comme cela les services à votre guise pour organiser des réunions sur leur temps de travail. Ça ne se fait pas ainsi. Mais voilà, ce genre de choses, au niveau de l'enfance, jeunesse, des contacts que vous pouvez avoir avec eux depuis toujours, pour vous, ça devient naturel. C'est votre fief, et donc vous considérez que vous pouvez faire dedans ce que vous voulez. Eh bien non, ce n'est pas possible. Et si vous voulez, le genre de réaction qu'on peut avoir à votre endroit est aussi issu de ce genre d'attitude. Vous voulez répondre? Oh, je veux bien répondre. J'ai rencontré par hasard un nouveau directeur, je lui ai sollicité, je lui ai proposé, je l'ai informé de la possibilité de nous rencontrer. Il aurait dit non, il aurait dit non. Il a dit oui, je vous en informe. Vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas satisfait. Vous me dites de ne pas y aller, ne souhaitant pas le mettre en difficulté, je ne me suis pas rendu au rendez-vous. Voilà. C'est curieux comme les histoires peuvent être racontées de façon différente selon qu'on s'adresse à vous, Monsieur David, ou bien au directeur en question. Ah bon? Je n'ai pas le même son de cloche. C'est pour ça, la prochaine fois, c'est sans importance. Venez me voir, ce sera plus simple. Ce sera plus simple. Il me semble. En attendant, je vous propose donc d'instituer un comité consultatif école et petite enfance pour la durée du présent mandat. D'établir la composition du comité de la façon suivante. Un élu, représentant de chaque association de parents d'élèves par école. La directrice de la crèche, les directrices des écoles maternelles élémentaires, le directeur du service enfance-jeunesse, la coordinatrice du relais d'assistante maternelle, le DDEM, le responsable de la restauration scolaire et un représentant des agents ADSEM. De préciser que ce comité consultatif pourra être consulté à l'initiative du maire sur tout projet communal afférent aux écoles et à la petite enfance. Et je vous propose donc en tant que membre élu du comité consultatif école et petite enfance, Madame Sandy Maltaverne, qui est déjà sur les questions de l'enfance, jeunesse et plus particulièrement préposée au CMJ, et puis Madame Valérie Nectou, qui est donc l'adjointe à l'enfance jeunesse en qualité de présidente, qui est favorable. Qui est défavorable. Et il n'y a donc pas d'abstention défavorable, les 3 membres n'appartenant pas à la majorité. Bien, il ne nous reste plus qu'un point à l'ordre du jour, et comme il est de tradition, je vous propose une interruption de séance afin de donner la parole au public. Si vous voulez bien vous en saisir, nous vous écoutons. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Moi j'ai des questions. Monsieur Jacobini, nous vous écoutons. Concernant le rond-point qui a été fait, là, on s'est aperçu qu'il y a des plateaux inexistants, des plateaux de passage piéton. Nous, on avait demandé des passages piétons à l'époque, qui soient des passages piétons. Sur la rue de la Paix, la rue Spalis, un peu sur Maintenu, on le sent, mais là, on le sent pas du tout. Alors que le but, et c'était vraiment au passage piéton, d'arrêter, de faire quelque chose. Ils sont inexistants. Alors bon, je vais répondre. Effectivement, c'est une réserve qu'on a mise lors des réceptions. Et donc, l'inclinaison pour accéder au plateau va être revue. Et donc, l'entreprise est en train de reprendre. Et aujourd'hui même, elle a commencé à reprendre le plateau au niveau du chemin des Rouettes. Donc, ils vont renier un petit peu la pente et ils vont accentuer la pente de manière à effectivement inciter les gens à ralentir davantage. Parce que effectivement, ça joue pas du tout. Vraiment, il n'y a pas de plateau. Enfin, nous, c'était ou le plateau général du rond-point où on montait dessus, ou les plateaux au passage piéton. Et là, alors, je veux dire, on n'a absolument rien modifié de ce côté-là par rapport au projet de base, mais dans tous les cas, ils reprennent l'inclinaison de manière à ce qu'il y ait un réel ralentissement. Du fait qu'il reste aussi de l'eau sur chaque fois au passage, vers les passages piétons de Maintenu, en face là, ici, il reste de l'eau chaque fois qu'il pleut énormément, les gens marchent dans l'eau. Il y a de l'eau qui transite là-dessus. Et voilà, donc, il y a des bouches qui sont prévues. Celle-ci a été faite, oui. Non, pas encore.
Il y en a une qui a été faite En face de la rue de la Résistance, elle a été réalisée. En face, oui. Ah oui, pardon, j'avais pas vu. Donc il y a celle qui a été faite, et puis ensuite, après, on a beaucoup d'eau à la pointe de maintenu space, là. Hein. Oui, Ben oui, c'est parce un que. point, ouais. Bon, là c'est le plus problème. facile. Ailleurs, ça va être un peu plus difficile parce qu'il n'y a pas de réseau dessous. Mais... C'est le problème de l'eau qui descend de la pompe. Il y a une grille qui est surélevée et bon, elle est plus haute que le reste, donc l'eau de la rue de la Combe descend sur le rond. Donc voilà, donc concernant les plateaux, concernant les plateaux, ça va être repris. Concernant l'eau. Non, mais ce dont parle M. Didier. Non. Ça ne sera pas repris? Non. Pourquoi? Il existait un avaloir avant le passage piéton, rue Spahi. Il a disparu cet avaloir. Parce que imaginons la pluie un jour de là. Non, parce que il y en a un qui est prêt. Toutes les grilles ont été mises en place. Non. Il y en avait on une voit qui qu'il existait. restait uniquement celle qui était juste avant le passage piéton qui est là. Et celle-là, elle n'a pas été faite encore. Mais avant, il y en avait une qui existait au niveau de l'embranchement de la croix, là, juste en le passage à Muspahi, quand on vient de Maintenu et qu'on va sur le Pré des Anglais. Sur la droite du passage, il y avait un avaloir qui n'existe plus. Bon, qui récupère Maintenu, qui récupère dans tous les cas, c'est une remarque qui est intéressante à regarder. Le chantier n'est pas réceptionné définitivement, puisqu'ils sont en train de lever des réserves, etc. Donc on est plus à la phase, on n'a même pas réceptionné, c'est-à-dire que c'est plutôt l'avant-réception. Donc effectivement cette remarque, on va faire le nécessaire pour qu'elle... Et regardez, vous voyez, quand il pleut comme ça, regardez au niveau des passages, vous allez voir. La grille qui est en bas de la rue de la Combe, là en dessous. Bon, moi je vais revenir encore. Moi je retrouve une grille qui ne sert à rien, ça ne sert à rien. Si je peux me permettre de faire un conseil, c'est que vous fassiez une balade avec Pierre Jacovelli. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. La levée de réserve, c'est prévu quand? Alors, quand tous les travaux seront finis. On a une idée ou pas? Ouais, je pense que d'ici une quinzaine de jours. Effectivement, il serait peut-être parce qu'il faut attendre que le bois doré fasse son mur, qu'on puisse finir les trottoirs de la rue de la Paix, en face du bois doré. D'accord, c'est pas avant Noël tout ça, si? Oh non. D'accord. Il peut y avoir une réception. En tout cas, toujours est-il qu'avant réception, il me semble effectivement complètement nécessaire que vous voyez si vous avez repéré des choses. Oui, parce qu'on avait donné des indications qu'on aurait pu réitérer au moment des réunions de chantier, d'ailleurs. J'attendais. On ne pas dessus, comme ça. Et vraiment, j'insiste sur le phénomène pluie verglas. Oui, mais ça... Sur le trottoir qui descend, qui monte, et qui est beaucoup emprunté, évidemment, pour aller à la gare, on aura vraiment des problèmes. Je pense que la configuration du chantier, du rond-point tel qu'elle a été conçue, va effectivement amener ce phénomène. Parce que là, ils sont en train de faire des travaux de séparation de réseau sur la rue de la Combe, ramener de l'eau dans le ruisseau, vous avez vu comment il fait? Il déborde hier avec des débordances. Et nous, on a eu des problèmes de dague là-dessus, c'est un passage piéton. Donc c'était compliqué. Et je peux vous dire que c'est un vrai sujet, l'évacuation est un vrai sujet. Ah oui, on en connaît. Et qu'aujourd'hui, on essaye de faire pression de manière à ce que le bassin de rétention sur le Pré des Anglais soit beaucoup plus utilisé que maintenant. Les travaux ont commencé d'ailleurs ce matin. Les travaux ont commencé ce matin. Sur mise à niveau des bassin. tampons et sur le bassin. Je me suis permis de discuter avec M. Antoine, agent de Grandlieu, sans l'autorisation du maire. Mais vous avez très bien fait. Dans la rue. Vous avez très bien fait. Et vous êtes même le très bienvenu aux réunions de chantier tant que vous nous en informez avant de votre souhait d'être présent. C'est le genre de choses qui se fait, monsieur Dany. Ça n'avait pas été le cas la dernière fois, et c'était pour cela que c'était un peu chauffé. Mais tout va bien. Bien sûr. Et on attend naturellement vos conseils pour le bien-être des Saint-Germinois. L'intérêt général. Je me
permets de continuer. Ouais. Sur un stop a été enlevé sur la rue Alfred de Musset. Excusez-moi. Un stop a été enlevé sur la rue Alfred de Musset. Oui. Il y a un stop en bas. Et normalement, il devrait y avoir, et ça devient important parce que les gens ont l'habitude qu'il y ait un stop, d'avoir un panneau avant qui prévienne, et ça on en avait parlé avant, qui prévienne que c'est une route, il y a la priorité à l'esprit. Oui, alors justement, c'est un sujet qu'on a abordé juste avant le conseil en disant est-ce qu'on maintient le stop ou comme le plateau est prioritaire. Le plateau est prioritaire. Ouais, mais aujourd'hui, moi j'ai très envie de maintenir le stop. Mais après, je sais pas. À voir, c'est un sujet qu'il va falloir qu'on regarde un peu. Est-ce que tu constates que le plateau Nous trois, vous le déconseillons. Comment? Pourquoi? Nous trois, vous le déconseillons. Pour quelle raison? Parce que dans une commune, la tradition du code de la route, l'habitude du code de la route, c'est la priorité à droite. Et personnellement, j'avais eu des difficultés à comprendre l'origine de ce stop. Et l'explication que j'en ai eue, quand il a été installé, c'est qu'il y a eu deux phases dans la Alfred de Musset. Il y a eu une phase dessert de lotissement et une phase voie traversante. Et à mon avis, ce stop a été oublié dans la négociation voie traversante. Il n'y aurait pas d'utilité aujourd'hui, disons. Ben, à notre sens, on a débattu, moi, dans la préparation du chantier, on en a débattu à de nombreuses reprises, y compris entre élus, mais aussi entre élus et Grand Lyon. Et puis on a consulté également les habitants, enfin bref, il y a eu tout un ensemble de contacts. Moi j'ai deux choses à vous dire. La première, peut-être redemander aux gens du Grand Lyon, ou alors retrouver dans les comptes rendus de discussion, et puis peut-être posons-nous la question de savoir si la disparition du stop a donné lieu à des réactions des riverains. Oui, moi je partage votre avis. Il faut remettre le stop. Pardon? Il faut remettre le stop. Parce que sans stop, ça va cartonner. Déjà, le passage piéton est très mal fait. Il est très mal positionné par rapport à ce qu'on avait avant. Donc ça serait bien de le revoir aussi. Bon, ben on prend note, puis j'ai l'impression qu'il va falloir qu'on en débatte 5 minutes, mais qu'on écoute un peu le sujet. C'est le vrai sujet. Vous en débattez juste avant le conseil. Je reviens sur cette notion-là, parce que le stop incite à la vitesse. La priorité, à droite, incite à la prudence. Voilà. Ça serait une voie privée, comme la partie Billard de Stop, c'est une voie privée, c'est pas pareil. Là, c'est une voie communautaire. Moi, vous en avez ajouté à l'angle de la rue du 8 mai et de la Résistance. Je trouve qu'il fait très bien son effet. Il évite justement une priorité à droite. Et je pense que ça va beaucoup mieux depuis que vous avez mis ce stop. Vers le PMU? Oui. Non. Mais là, il n'y a pas de priorité pour ceux qui montent. Oui, du coup, il y a la priorité à droite. L'objectif, c'était de ralentir la vitesse de la route du 8 mai. Et ça a eu Et là, à mon avis, on va accentuer la vitesse, parce qu'on n'est pas dans la même configuration. On risque d'accentuer la vitesse sur la nouvelle. C'est une zone 30. La configuration est totalement différente. Il manque ce qui me signalait, c'est qu'il manque un panneau 30 quand on arrive justement. Voilà. Donc ça, c'est. Voilà. Mais bon, il y a une amélioration à faire au niveau de la signalétique, donc ça va être. Ok. C'est semaine qui vient. Donc on se posait aussi la question sur l'avenue de la Paix. On se posait une question sur l'avenue de la Paix aussi au niveau des accès au terrain. Il y a un passage qui est surbaissé pour accéder au terrain et on a un lampadaire en plein milieu. Ah, ça c'est le. Alors, je te laisse répondre. Alors, protection du coteau-Stravis. Et quoi qu'il en soit, on a 6 mètres de chaque côté du coteau. Donc, même les moissonneuses, elles passent à côté, elles passent largement. Donc oui, le bateau était... bon, l'implantation, le calpinage des lampadaires avait été fait à l'origine, donc le câblage, etc. Et effectivement, on s'est après aperçu que le bateau était trop petit, et donc on a élargi le bateau. Mais une protection métallique sera mise à côté du... Parce que, effectivement, à mon avis, le pylône va sauter, sinon... Ça, non, c'est pas vu.
Et une dernière chose, concernant le timonier, vous avez fait du gaz que vous avez payé, je pense, c'est ça? Oui, on a le réseau. Et comment ça se fait que vous avez payé le gaz alors que c'est du gaz qui va servir à quelqu'un en bas qui normalement aurait dû payer le gaz? Vous avez prévu que ça soit remboursé? Alors, donc, on a pris cette option, pourquoi? Parce que les travaux de la prise d'appel, une fois qu'ils étaient finis, on n'avait pas de possibilité de retoucher l'asphalte et le revêtement pendant un certain nombre d'années. Voilà. Et que on s'est aperçu que en faisant une tranchée alors que le revêtement, etc., moyennant un coût relativement élevé mais raisonnable, on a anticipé la future zone d'activité. Voilà. Alors, pardon, vous n'avez pas fait ça pour EDF, pour la télévision, pour le câble, le téléphone, pour les groupes, pour l'eau, donc il y a juste pour le gaz. Alors, pour le restant, il faudra attendre 5 ans, c'est ça? Non, alors, oui, c'est une bonne guerre de... Non, mais c'est pas la guerre. C'est pas la guerre, mais... Parce que nous, on est déjà parti, ça fait 10 mois qu'on était en négociation avec vous là-dessus. Donc là, il n'y a rien de... Alors, moi c'est pour ça que je pose la question. On s'est vu lors d'une réunion donc, où on a eu un débat constructif, etc., sur ce dossier-là, même si, voilà... aujourd'hui, effectivement, on a eu... on n'est pas forcément spécialiste, du moins pour ma part, je ne suis pas spécialiste dans tout ce qui est voirie, réseau, etc. Et tout. Il nous paraissait extrêmement pertinent de mettre en place les réseaux de manière au pied de la future zone, etc. On a pensé au gaz, on a mis en place des fourreaux pour éventuellement l'électricité, etc. et tout, qui sont ouverts. Après, on m'a dit qu'ils seraient utilisés, ils ne seraient pas utilisés. Bon, voilà. Voilà. Oui, c'est vrai. Bon, on a peut-être oublié des choses. Mais on a essayé de gérer au plus pressé par rapport à ce que... et essayer d'anticiper donc cette future zone, sachant qu'on était au cul du camion et que il y avait pas, voilà, ça n'avait pas été intégré dans le projet à l'origine. Après, c'est une option qu'on a prise. Voilà. Non, et puis le gaz ne pouvait pas passer ailleurs. Donc le gaz, donc, on l'a amené jusqu'au chemin de Belleville. Donc, et ensuite, après, donc, on prolonge. Et on ne pouvait pas le passer avant. Disons, entre Timonier et puis, donc, monsieur Freyssonnet. Donc, on ne pouvait pas le passer là. On ne pouvait pas le passer derrière. Par contre, tous les autres circuits peuvent passer. Non, mais en fait, quand c'était une obligation. Et je signale quand même un petit truc, c'est que j'ai quand même essayé de faire le forcing pour l'électricité, etc. et tout. Et donc, finalement, le Grand Lyon, à force de recevoir des mails, etc., m'a dit qu'on trouverait une solution pour éventuellement faire des tranchées ponctuellement pour faire venir l'électricité à demeure. Et sans attendre ce délai de 5 ans. Donc voilà. Conserve le mail. Non, mais voilà, mais donc j'ai encore besoin. Alors, d'autant qu'il va falloir bientôt creuser. D'autant qu'il va falloir bientôt creuser, puisque le Grand Lyon est en train de faire une consultation sur une DSP pour l'arrivée de la fibre, et notamment dans les zones pressenties pour des zones artisanales ou d'activité, et vers les zones d'entreprise et les zones de lieux publics. Donc, s'ils font une DSP là-dessus, bien évidemment, c'est un des premiers endroits sur lesquels on fera recreuser. Ok, afin qu'on ne soit pas que dans un débat entre nous, est-ce qu'il y a d'autres questions au niveau du public, pas spécialement pour ce soir? Oui, madame, nous vous écoutons. Je voudrais juste dire qu'au village, quand on est vers les Hautanes, là, vers les parkings, là, les passages protégés, là, oui. Les avancées ne sont pas peintes en blanc. Et quand il y a du brouillard et autre, ben, vous ne voyez rien, hein, c'est dangereux. Toutes les avancées, il n'y a aucune peinture. Je pense que ce n'est pas qu'elles sont pas peintes en blanc, je pense que c'est les traces de pneus qui sont dessus. J'ai eu la remontée d'informations, donc j'ai fait la demande auprès du Grand Lyon pour que justement ça soit fait.
Donc on va dire que c'est dans les tuyaux. Donc ça va être fait. Ça, je vous le confirme. Maintenant, j'ai fait la demande. C'est vous qui m'avez fait un petit mail il y a un petit mois. Il y a quelqu'un qui m'a fait un petit mail là-dessus. Il y a déjà quelqu'un qui en avait parlé. Je me dis, tiens, ça n'a toujours pas bougé. Donc il y a... arrive, le brouillard. Et puis, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de sous, on va dire, sur l'exercice 2014, et puis je pense que ça va être fait début 2015. La température. Et puis peut-être la température. Mais dans tous les cas, ça a été pris en compte et ça va être réalisé. Voilà. Vous dire quand, je ne veux pas me prononcer. Mais ça va être fait. M. Jacobi, pourquoi vous parlez de température? Pour faire la peinture. Parce que la chute de la température fait que... L'humidité, ils ne font pas peinture quand... mais à partir d'une certaine période, ils arrêtent les peintures. Cela dit, ça fait plus d'un mois qu'on leur a demandé. Oui, et là, en l'occurrence, ça fait beaucoup. Oui, c'est pour ça. Si je peux apporter une précision, un élément de réponse technique pour la question qui est posée, je pense qu'il serait bien de leur demander non seulement la peinture, mais de poser sur les becs, qui sont effectivement mal visibles en cas de brouillard, des catadioptres. Il y en a plus gros. Il y en a, j'en ai. Dans l'épaisseur. Euroviam en a Il donné un. n'y en a pas tous. Non, oui, alors Euroviam en a donné un. Et j'avais demandé à Pascal de le poser. Donc ça, il n'a pas encore fait, mais il le D'accord. Il y en a un qui est prévu sur le dernier. Doubler la peinture par des blocs catadioptres, c'est pas mal. Et je rappelle que c'est 50 alors. Donc il y avait un 30. Non, il y a pas d'autre 30. Non, mais c'est pour le rond-point. Ah oui. Le panneau 30 est fait pour le rond-point. Il y avait un plateau prévu pour ralentir, mais il n'y est plus. Bien, madame, pour répondre à la question, pas tout pour qu'au prochain conseil municipal, vous n'ayez plus à nous poser cette question-là. Je voulais juste me demander comment ça se fait que l'aire de jeu en face de la crèche, elle a été fermée un week-end. Pareil. Elle est fermée à clé, impossible d'avoir accès. On m'en a parlé, oui, c'est bizarre. Je pense que ça doit être un oubli de la part de la crèche, quelque chose. Il y a eu effectivement un samedi où ça a été fermé. D'accord. Pas été au courant, probablement une erreur, madame. Probablement une erreur. En tout cas, pas de nouvelles règles dans la matière. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oh là, il y en a deux autres. J'ai plus vite, si vous voulez bien. Moi, j'aimerais savoir si vous allez bientôt faire apparaître, par exemple, sur le site de la mairie, la liste des artisans. Alors, Madame Perthes, avec plaisir, si vous vous chargez de les recenser. Parce que c'est très compliqué en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça n'y paraît. Monsieur David nous le confirmera puisqu'il a eu du mal à trouver mon entreprise pendant 7 ans. Vous l'avez trouvé juste avant la fin des élections. C'est pas évident parce que j'ai reçu, je pense qu'on va faire un appel dans le prochain, on en a parlé il y a quelques jours, on va faire un appel dans le prochain petit potin sur, pour aller plus loin que l'artisanat, je dirais, recenser toutes les professions, tous les professionnels, c'est-à-dire les traducteurs, les tapissiers, les décorateurs qui existent, il y a des tas de professions qui se passent à Saint-Germain qui ne relèvent pas forcément de la CCI, qui peuvent relever de différentes champs d'artisans, etc. Et donc je pense qu'on va faire un appel au peuple pour peut-être appeler aux artisans à se faire connaître et peut-être éventuellement appeler les voisins des artisans et des professionnels à faire connaître leurs voisins parce que vous savez, quand on travaille, quand on est artisan, quand on est commerçant, on ne pense pas forcément Bien se signaler, mais comme dans tous les cas, on dit avec passion le petit potin, et bien dans le prochain, on fera un appel effectivement aux artisans pour éventuellement nous dire s'ils souhaitent. Mais si vous voulez vous en charger, vous m'envoyez des petites corrections régulièrement et c'est avec plaisir que. Elles sont toujours les bienvenues. Moi, je connais des artisans que j'ai fait travailler, que j'ai connus par le bouche-oreille. Oui. Est-ce que ces gens-là, on peut vous les envoyer? Avec plaisir. Avec plaisir. Maintenant, le problème, c'est toujours d'essayer d'être exhaustif. Sur le site, tout à fait. des réceptions. Mais oui, mais alors c'est un peu embêtant de mettre 3-4 artisans. Dès lors qu'on en met 3-4 et qu'on en oublie 90%,
c'est toujours un petit peu problématique à mon sens. Et c'est vrai que moi je découvre des artisans tous les jours à Saint-Germain en me promenant dans les rues, où je vois une petite plaque sur une boîte aux lettres et je découvre que là il se passe quelque chose. Et bon, mais on fera un appel dans le prochain petit botin et qu'on fera peut-être passer aussi un message sur le panneau en disant aux artisans s'ils souhaitent être sur le site internet de la commune que c'est possible et qu'ils doivent se signer. Madame Toutan, vous leviez la main. Oui, j'ai plusieurs choses à mettre en avant. Le premier, c'est le ruisseau qui déborde. On avait obtenu du SAGE de faire une rigole qui a été faite, qui n'est pas suffisante par rapport au débordement actuel. Il faudrait agrandir cette rigole de 9 mètres, j'ai été voir. Donc, comme ce n'est pas une rigole qui prend dans le lit et qui évacue, mais une rigole qui prend dans la terre et qui ramène au ruisseau, nous avions obtenu l'autorisation du SAGE pour le faire. Donc je pense que vous devriez agrandir cette rigole jusqu'au moment du débordement. Il y a 9 mètres à faire. Je sais qu'on en a parlé, là, donc effectivement, là, il y a une zone sur 6-7 mètres de long, effectivement, oui. Où il n'y a pas de... ou alors où c'est à plat. Et donc, effectivement, dès qu'il y a un petit peu d'eau, ça file sur le trottoir. On est sur la roche. Voilà. Il faut faire une déviation. Il faut l'agrandir, la déviation. Sur 9 mètres, j'étais là. Oui, mais celle qui a été faite, elle démarre trop tard. Oui, mais il faut juste l'agrandir de 9 mètres. Oui. Enfin, quand on l'avait fait, elle suffisait, sauf que les choses évoluent avec le temps, hein, les dépôts de terre, etc. C'est évident, font que les choses maintenant, le ruisseau se déborde avant, il y a plus d'eau également par rapport aux séparations des eaux pluviales. C'est un problème qu'on a détecté suite aux derniers orages là, qui datent il y a une quinzaine de jours. Là, et donc plus, il y a un mois, un mois et demi. Et effectivement, on va faire quelque chose, ça c'est évident. Mais maintenant. C'est dans les tuyaux aussi. Non, mais par contre, comment faire le truc, voilà, il faut qu'on regarde précisément ensemble. C'était Eric Fouquet qui l'avait fait avec Denis Ray à l'époque, donc avec Pascal aussi. Voilà, donc on devra rajouter 9 mètres à ce qu'ils ont fait, ça me paraît. Le prochain conseil, ça sera fait. Le point est noté. Pourquoi tu dis ça? Si ça gêne pas. Alors, sur ce plan-là, excusez-moi, je voudrais, si je peux me permettre de apporter une petite précision, un complément. Ce phénomène qui est plus important qu'il y a quelques années est lié à ce que disait Pierre à l'instant, mais aussi au fait qu'il y a une séparation des eaux usées de pluie en amont de la rue de la Combe, qui sera également renforcée par un projet qui avait naissance il y a quelques mois, de remonter encore plus en amont la séparation des eaux de pluie et des eaux pluviales. Donc c'est vraiment un phénomène qui risque de s'accentuer. Je pense qu'il faut dire au Grand Lyon de patienter pour la deuxième séparation tant que le déversoir d'orage de la zone n'est pas opérationnel complètement. Ça c'est ma première remarque. La deuxième concerne la grille qui permet d'évacuer l'eau qui est en dessous de l'escalier de la Sainte-Marie-de-Bastier. J'attire vraiment votre attention sur la nécessité de nettoyer une fois par semaine au minimum des feuilles mortes du mois de septembre au mois de décembre, parce que les feuilles s'accumulent dans le bas du vase de réception et bloquent assez largement l'évacuation des eaux d'orage. Ce qui fait remonter le niveau et accentue encore un peu plus l'eau qui monte le long du chemin de la résistance. Cyril, tu as noté les 2 points, hein? Je suis en train. Ok, Madame Toutan, vous avez dit plusieurs points. Oui, j'ai constaté que 3 arbres qui sont en haut du spahis contre la propriété Nouvel Espace Enfance Jeunesse ont l'écorce qui a été coupée sur ça de haut. Donc en principe, quand on fait ça, c'est pour qu'il n'y ait pas de rejet quand on va couper l'arbre. Est-ce que vous avez l'intention d'abattre ces 3 arbres? Oui. En fait, là, dans le cadre des plantations sur le rond-point, donc on a fait une plantation avec le Grand Lyon, ça fait peut-être 15 jours, 3 semaines. Donc ce qui a été proposé, c'est qu'en fait, quand ils sont venus voir ces arbres, il y en a 2 qui sont dans un état qui ne semble pas à la santé. Et donc, du coup, il n'en resterait qu'un seul. Celui-ci, ce serait un arbre juste une colonne qui n'aurait pas forcément de place dans le cadre du paysage.
Donc ce qu'ils ont proposé, c'est d'abattre ces 3 arbres et à la place de ces 3 arbres que l'on plante un ginkgo biloba de manière à ce qu'on ait un arbre de grand vent qui accueille quand on arrive de la mairie et de manière à avoir un arbre qui sera un arbre, j'espère, qui sera un mâle. C'est pas que j'aime pas les femelles, mais pour les ginkgo biloba, je préfère les femelles. Les mâles, pardon. Ça sent, c'est pas du tout la même chose. Donc, quand on va passer à côté et que les fruits vont commencer à tomber, on va vraiment pas du tout. Ça sent vraiment pas bon. Pour ceux qui ont eu le bonheur d'en avoir un dans leur jardin, ça sent vraiment pas bon. Donc voilà, donc il y aura effectivement ces 3 arbres vont être abattus de manière à planter un ginkgo biloba et également il y aura un réaménagement des haies qui sont derrière le calvaire de manière à faire pendant avec les haies qui vont être installées sur la banquette qui est le long du centre commercial de manière à ce qu'on ait une homogénéité dans les essences de haies et dans les fleurissements des haies. Alors, en continuant sur les arbres, à contrario, dans l'espace enfance jeunesse, vous avez laissé un hou qui est magnifique, mais qui, pour un espace enfance jeunesse, est interdit. Il faut savoir que pour la réglementation des petites enfances, il y a des arbres et des arbustes qui sont interdits par rapport au tactile, en cas d'empoisonnement, par rapport au piquant, par rapport aux fruits qui peuvent être dangereux. Donc, je vous invite fortement à revoir les arbres qui sont restés et de voir s'ils font partie des classifications autorisées, c'est-à-dire il ne faut pas qu'ils soient dangereux ni au toucher, ni au fruit. La question est de savoir si le périmètre du pôle enfance-jeunesse et également va jusqu'à cette allée, ou est-ce que c'est considéré comme étant un passage? C'est dans le parc. Oui, c'est à l'intérieur du J'entends, mais est-ce que le pôle enfance-jeunesse se délimite avec ce qu'il y a dans le parc ou est-ce qu'il se délimite uniquement avec la maison, ce qui a été protégé avec le parc dedans? Voilà. Donc ça c'est une question qui est à trancher. Mais les petits sont censés aller sur l'espace qui est devant l'extérieur et c'est à l'extérieur. Mais il est sur celui dont tu parles, il est sur l'allée, le bout de la maison. Non. C'est pas celui. Il y en a un à droite également. Non, il est à l'intérieur. Mais il y en a aussi à droite. Sur le chemin. Ah oui, sur le chemin. Ah voilà, moi je te parle de celui-ci. Celui qui est sur le chemin à droite. Ah d'accord, ben, celui qui est dans le parc, il doit descendre, c'est surtout celui qui va être unique, qui va être accessible, protégé pour que les enfants puissent aller dans le parc, ça celui-ci va sauter. Je pensais que tu parlais de celui qui était sur le. C'est celui qui est très joli. Sur le chemin, on avait vu, à l'époque on avait vu qu'on avait délagué pour pas qu'il soit accessible. Voilà, mais il est tellement joli que ce serait franchement dommage de le descendre pour ces raisons-là. Voilà. Autre chose, est-ce qu'il serait possible d'avoir les dates des conseils préalables? On en a déjà parlé en septembre, on a vu celle du mois d'octobre, on n'a pas eu celui du mois de novembre. Est-ce que ce serait possible pour avoir au moins un trimestre d'avance, d'avoir les dates? Parce que je pense que vous ne faites pas ça à l'aveugle. Ça nous est déjà arrivé de le modifier en cours de route, mais vous avez raison, ce serait quand même simple d'avoir au moins celle des 2 prochains conseils. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire. Vous les produire. D'accord, merci. Autre chose, l'animateur pour les adolescents n'est plus en fonction sur Saint-Germain. Exact. Il semble, à ma connaissance, avoir entendu dire qu'il n'y avait plus d'ados qui étaient accueillis. D'abord, est-ce que c'est réel? Et puis 2, de quelle manière vous pensez pouvoir remettre en fonction, si c'est réel, le service au niveau des adolescents? Oui, c'est réel. Valérie, je t'en prie. Il n'y avait plus d'animateur effectivement pour les adolescents et on a embauché quelqu'un cette semaine qui va commencer vendredi, qui s'occupera des adolescents. Donc, normalement, ça peut commencer pour les vacances de Noël, en tout cas pour la partie vacances. Et après, ça repartira comme avant le mercredi, vendredi pour les adolescents. Vous avez communiqué auprès des familles? Non, on vient d'embaucher. Ah, vous venez d'embaucher? Oui, c'est vraiment bien. Là, il commence vendredi, on va voir. Vous avez vérifié que ça se passe bien. Voilà. Comment ça se passe et après on communiquera évidemment. Mais plusieurs parents nous ont déjà demandé. Oui, justement, on a interpellé, donc c'est pour ça que je m'en parle. On a été aussi, effectivement. D'accord. Dans une petite précision à ce sujet, si je peux me permettre. La liaison est prévue dans le cadre d'ActiJeunes ou pas? Avec cette personne? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est également dans le cadre d'ActiJeunes que se passera le lien pour le CMJ. Nous ne l'avons pas encore. Ce sont des élus qui s'en occupent, mais nous n'avons pas le but. Je vois Sandy qui râle. Mais c'est tout récent.
Oui. Concernant le brumisateur. Oui. Le dernier conseil, on avait vu que la facture se montait non pas à 100 mais 690. Oui. Dans l'étude des comptes que j'ai demandé pour les subventions, pour les subventions pour les DBM qu'on a fait aujourd'hui, j'ai constaté aussi qu'il y avait une somme à rajouter de 160 € pour de l'herbe synthétique sous brumisateur. Donc je voulais savoir, sachant que l'eau fait bien pousser l'herbe en principe, même si on sait que c'est gassouilleux au moment des pluies, ça serait peut-être intéressant plutôt d'enlever cette herbe synthétique qui fait tache de loin, on va dire, dans le paysage, parce qu'on n'arrête pas la ligne. Et laisser pousser l'herbe. Oui, de mettre de la vraie herbe, et puis c'est quand même dommage d'avoir rajouté 160 € au montant qui était déjà un peu plus élevé que celui qui était prévu, parce qu'on arrive à 850 € au lieu de 100 000. Quelque chose qui n'est pas vraiment naturel. Non, mais effectivement, le choix du gazon synthétique, c'était uniquement parce qu'on l'a installé l'été pour qu'il soit opérationnel le plus rapidement possible et pour éviter que les enfants mettent les pieds dans la gadoue. Voilà. Donc ça, c'est un choix. Après, l'idée de planter de l'herbe, oui, à mon avis, c'est la bonne. Donc de toute manière, le service espace vert va planter du gazon dans le jardin du pôle enfant-jeunesse. Donc on lui demandera de faire une petite au niveau de la tranchée du brumisateur. Et avant que ça soit trop froid au niveau du terrain, parce qu'il ça devrait être planté, je vais dire dans le mois là, donc voilà, ça va être monté avant qu'il gèle. Avant qu'il gèle, parce que sinon ça va jamais germer. Ça va pas bien pousser, c'est sûr. Voilà. Et une dernière chose, monsieur le maire, nous avons écrit en tant que groupe par 2 fois, en juillet et en septembre, concernant un dossier. On aimerait avoir une réponse, s'il vous plaît. Oui. Nous n'avons pas eu de réponse à ces 2 courriers. Concernant le dossier, concernant l'urbanisme, votre pensée? Oui, tout à fait. Parce que, bon, juillet, il y avait les vacances, on a relancé en septembre et on arrive au mois de novembre et nous n'avons toujours pas de nouvelles. Vous attendez le contact avec M. Béret. Ce qui s'est passé la semaine dernière. Bien. Donc il y aura retour dans les 3 semaines. Parfait. Mais s'il n'y a plus de questions, on va passer au dernier point. Pardon. Il y a une autre question au niveau du public? Il ne me semble pas. Non, c'est bien ça. Ok, donc on ouvre la séance et on passe donc au dernier point de notre ordre du jour qui concerne l'approbation de l'acte constitutif du groupement de commande pour la fourniture d'électricité et de services associés pour lequel Cyril Legras, non c'est Paul? Paul et Cyril, allez, Paul va prendre la parole à partir de maintenant. Bien, donc c'est une décision européenne à partir du 31 décembre 2015, les tarifs jaunes et verts n'existeront plus. La commune est impactée pour le centre scolaire qui lui est en tarif jaune. Donc la Cigerlie, le Cigerlie, dont on fait partie, propose de faire donc une étude pour l'achat de courant, comme il l'a fait pour le gaz. Donc pour le gaz, on est passé pour les petites consommations chez EDF et pour les grosses consommations au gaz de Paris. Donc comme ça a pas mal marché pour le gaz, on refait pareil pour l'électricité. Sachant que ça ne jouera que sur la part consommation. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, sur 111 le mégawattheure est facturé 111 €. Sur ces 111 €, il y a 54 € de taxes. Donc il reste 57 € qui est la consommation plus l'abonnement. Donc ça sera sur la part abonnement. Donc c'est-à-dire que ça sera sur les 40 € de consommation où là, donc le Cigerlie fera une action groupée d'achat. Ok, merci Paul pour la présentation. Est-ce que vous avez des questions concernant ce dossier? Pas spécialement.
Oui, alors, pour le moment, à Sigerly, il ne joue que sur les tarifs jaunes et verts. Et dans un second temps, sur les tarifs bleus. Puisque, donc, effectivement, à part alors, pour l'éclairage, ça sera pris en compte, puisque c'est le Sigerly qui gère l'éclairage. Donc l'éclairage sera pris en compte et donc le groupe scolaire. Parfait. Oui. Non, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est bon? Oui, vas-y, je te laisse. Bien. Vous avez des questions complémentaires? Pas spécialement? Moi j'en ai vu. Ah, je t'écoute. Nous t'écoutons. Ça nous coûte combien le Sigerly? Je sais pas quel est le Non, mais je sais pas. Il s'agit de remettre en cause notre adhésion au C'est pas le Sigerly qui coûte? Non, c'est le Sigerly. Sigerly, il coûte rien. C'est 200 euros. 200 euros. Non, mais je pense que c'est du bon sens de monter des groupements de commandes avec des volumes de gaz et d'électricité importants, et ça fait chuter les prix. Donc c'est plutôt positif. Et dans le pire des cas, ça stabilise les prix. Donc on dit oui. Allez, je vous propose donc d'approuver l'ensemble des dispositions de l'acte constitutif du groupement en commande pour la fourniture d'électricité et de services associés, coordonné par Sigerly en application de cette délibération du 24 septembre 2014. D'autoriser donc le maire à signer l'acte constitutif adopté par le Sigerly du 24 septembre 2014, d'autoriser le maire à prendre toute mesure d'exécution de la présente délibération, enfin d'autoriser le maire à donner mandat au Sigerly pour obtenir auprès d'EDF et de ERDF l'ensemble des caractéristiques des points de livraison nécessaires à l'élaboration du dossier de consultation des entreprises. L'ensemble de ces points qui est pour unanimité. Je vous remercie, c'était le dernier point à l'ordre du jour de notre conseil. Je déclare donc la séance levée. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Merci.